Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Sur Alsace 20, dans quelques minutes, la présidente de Femmes de Foot, Sabrina Keller, sera avec son invitée Sandrine Kaufer. On parlera du lancement de Good Alsace. Tanguy Flores et Chap et toute l'actualité avec cette patinoire Place Kléber, filmée façon Instagram. Le retour du Père Noël est une ordure, c'est les improvisateurs. Régis Bougazra sera notre invité dans quelques minutes. Et on parlera du 10e anniversaire du magazine Zut avec Caroline Lévy. C'est un numéro rétrospectif de 276 pages. Juste avant cela, c'est toute l'actualité en Alsace. Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, nouvelle journée de mobilisation dans les lycées alsaciens de Strasbourg à Sarre-Union. De nombreux rassemblements ont eu lieu, parfois émaillés d'incidents. À l'approche de Noël, zoom sur une tendance à la hausse, la bière de Noël. Nous sommes allés nous pencher sur un brassin à La Poutroie. Et puis, connaissez-vous le café de spécialité? C'est en quelque sorte l'antidosette et il se développe. On verra ça à Strasbourg. Les lycéens avaient annoncé un mardi noir. De nombreux rassemblements se sont tenus à Strasbourg, Schiltigheim, Erstein, Sarre-Union, Colmar et Guebwiller notamment. Une mobilisation émaillée d'incidents comme ici devant le lycée Couffignal à Strasbourg ce matin. La circulation des trams a été perturbée une bonne partie de la matinée dans toute l'agglomération. Une dizaine de véhicules ont été incendiés à Strasbourg, Bischheim et Schiltigheim. Des arrêts de tram ont été brisés. En tout, 27 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. En France, environ 450 lycées ont été perturbés aujourd'hui. Ils sont partout, ne se voient pas, et pourtant ils feraient beaucoup de dégâts. Ce sont les perturbateurs endocriniens, et la ville de Strasbourg s'est engagée à lutter contre leur présence avec le réseau environnement santé. Il y a 3 mois, des élus strasbourgeois et parisiens participaient à un test pour vérifier la présence de certains composés chimiques dans leurs cheveux. Les résultats sont tombés aujourd'hui. Camille Roland. Une mèche de cheveux pour la bonne cause. En septembre dernier, des élus strasbourgeois et parisiens ont participé à un test pour connaître leur taux de contamination aux perturbateurs endocriniens, ces molécules chimiques qui peuvent modifier le système hormonal. L'enjeu, rendre visible cette pollution invisible à l'œil nu. Et les résultats des analyses sont tombés aujourd'hui. 40 élus parisiens et strasbourgeois donc ont fait ce prélèvement en septembre et donc plus de 90% des élus ont ce qu'on appelle des phtalates dans les cheveux, donc des perturbateurs endocriniens. Ça correspond aux études habituelles, ça veut dire qu'on est tous en contact avec ces phtalates. Ça révèle que notamment le plastique, le PVC est partout dans nos vies. Le phtalate est partout, dans le PVC, les médicaments, l'alimentation ou encore les vieux jouets en plastique. Et pour la santé, les conséquences sont désastreuses. Ces 2 dernières décennies, les pathologies cancéreuses ont été multipliées par 4 par rapport à ce qui était attendu, les pathologies cardiovasculaires par 5 et les maladies particulièrement les maladies métaboliques, mais particulièrement le diabète par 6. Donc ça, c'est bien le signe que ce type de produits, que sont les perturbateurs endocriniens, ont une action sur les maladies chroniques que l'OMS appelle d'ailleurs épidémiques. 99,6% de la population est exposée aux perturbateurs endocriniens. Et une période de la vie y est particulièrement sensible, la grossesse. Toute la population peut être touchée, mais la période la plus sensible, c'est les femmes enceintes, pour elles-mêmes, mais surtout pour l'enfant à naître. On sait que ça peut augmenter le risque de diabète, d'obésité ou d'asthme même chez les enfants plus tard. Donc c'est important que les femmes enceintes essayent d'être le moins possible en contact avec donc, le plastique et l'alimentation, le plastique et l'eau, mais aussi sur les vernis à ongles ou les cosmétiques, essayer d'utiliser le plus bio possible et le moins utiliser de cosmétiques possible parce qu'on sait que ça risque de se transmettre au bébé. Au quotidien, des gestes simples peuvent être appliqués pour limiter l'exposition, éviter les emballages plastiques, aérer et nettoyer fréquemment les lieux de vie ou encore privilégier les cosmétiques biologiques. Les collectivités s'engagent elles aussi. Plusieurs actions vont être lancées à Strasbourg en 2019.
Sur la restauration scolaire, la ville maintenant n'utilise quasi plus de barquettes en plastique, c'est de l'inox qui est utilisé pour être chauffé. Et donc on va aller plus avant en accompagnant notamment des femmes enceintes suivies dans ce qu'on appelle la protection maternelle infantile, les jeunes parents aussi avec les enfants. On va également bien sûr aller vers les personnes qui travaillent leur sol, pour les petits jardiniers amateurs, les jardiniers familiaux pour qu'ils n'utilisent pas de pesticides. Et on va aussi dans le système de la petite enfance, essayer de voir si on peut réduire le PVC, parce que le PVC, notamment dans les sols, semble relarguer également des phtalates. Les phtalates ne disparaîtront pas de sitôt, mais l'ambition de la collectivité est pour l'instant de limiter les risques. C'est une des tendances de cette fin d'année. La bière de Noël est devenue incontournable chez les brasseurs. Et si elle se trouve maintenant dans tous les rayons, la production, elle, a démarré dès cet été. Et c'est à l'Apoutroie que nous y avons assisté. C'est la première bière de Noël pour la brasserie du Pays Welsh, Marinzis. Quels sont les ingrédients qui donnent ce goût et cette couleur unique à la bière de Noël ? Le composant principal de la bière, l'eau, reste inchangé, mais une attention particulière est donnée au houblon et au malt. Quand on travaille une recette pour la bière de Noël, on cherche à développer des arômes et des couleurs plus chaleureuses. Et là, ça c'est ce qu'on va trouver avec un malt que l'on appelle caramel, c'est-à-dire un malt qui est plus torréfié. Et donc plus le malt sera torréfié, plus il va donner une couleur un petit peu plus sombre à la bière et aussi des arômes un petit peu plus chaleureux dans les chocolats, tous les fruits un petit peu plus chaleureux. Et c'est ça qu'on cherche à développer quand on fait une recette de bière de Noël. Comme pour le vin chaud, dans le brassin de Noël, des épices sont ajoutées. Orange, citron, cannelle, clous de girofle, il y en a pour tous les goûts. Et ici, la recette est gardée secrète. Tout est pesé juste, très juste, au gramme près. Et après tout ça, on le fixe sur une barre qui me permettra de mettre en infusion. Ces gros sachets de thé sont ensuite plongés dans cette grande cuve pendant la phase d'ébullition. S'ensuit la fermentation, puis la phase de garde dans une cuve réfrigérée pendant 2 à 3 semaines. Toutes ces étapes demandent du temps, impossible donc de s'y prendre à la dernière minute comme le feraient certains pour les cadeaux de Noël. Les bières de Noël, il faut commencer à les préparer fin de l'été en fait. Parce que les bières, ce sont de nombreuses étapes qui demandent du temps. Donc entre le moment où on démarre un brassin et le moment où on pourra commercialiser une bouteille, il se passe quasiment 2 mois. Et alors que l'on consomme la bière de Noël un peu partout en Alsace, dans la brasserie du Pays Welsh à l'Apoutroie, ce sont déjà les bières de printemps qui sont en préparation. Une autre boisson qui se diversifie, c'est le café. Il se déguste désormais comme un grand cru et il séduit toujours plus d'amateurs. Une poignée d'enseignes propose du café dit de spécialité à Strasbourg. Le dernier en date a ouvert ses portes à 2 pas de la Petite France. À l'origine, il y a ce grain vert, cru, encore peu odorant. Il peut venir du Honduras, du Pérou ou de l'Équateur. De petits producteurs toujours. Puis vient l'étape de la torréfaction, de la brûlerie qui lui donnera sa couleur plus foncée et aussi son goût. Enfin, vient la mouture plus ou moins fine et son extraction. Et là, c'est le talent du barista qui fera toute la différence. Qui pousse la porte de l'Escabeau à la Petite France entre dans un nouveau monde du café où il faut se familiariser avec des définitions et des nouvelles odeurs. On parle ici de café de spécialité, de méthode douce, de Chemex. Ici, ce qu'on défend, c'est un café qui va avoir une typicité, une vraie identité. On en a marre d'avoir un café uniforme, toujours un peu amer, toujours fade, qu'on prend par habitude plus que par plaisir. Ce qu'on veut, c'est réhabiliter la notion de plaisir dans la dégustation du café. Pour ça, il faut des goûts marqués. Il faut des choses qui soient typées. Et justement, le café vient de plein de pays différents, de plein de climats différents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, même au sein d'un même pays, d'une parcelle à l'autre, on peut avoir des cafés qui sont complètement différents. Ouverte il y a quelques semaines, cette boutique du centre de Strasbourg propose de découvrir ou redécouvrir le café. Parfois plus fruité, plus corsé ou plus acidulé. Avant cela, ces passionnés de café ont sillonné les routes d'Alsace à la rencontre de leur clientèle. Ils l'accueillent aujourd'hui chez eux. Ici, on peut boire son petit noir accoudé au comptoir,
ou repartir avec un latte macchiato, ou encore acheter son café et tous les accessoires. Le camion, c'est un peu l'ambassadeur, l'évangélisateur d'Omnino pour faire connaître nos produits. Après un an de sillonnement, entre guillemets, de différents événements en Alsace, l'idée c'était pour pouvoir fidéliser finalement ceux qui ont découvert nos cafés et qui les ont aimés, de leur proposer un lieu. Et on a créé l'Escabeau. Alors l'Escabeau, c'est un petit peu une marche. On progresse dans le projet d'Omnino et c'est vraiment un lieu où on cherche à créer une convivialité, puisque c'est une boutique café où il y a un comptoir. Et ce comptoir permet vraiment de venir déguster nos expressos, nos cafés, et de venir bavarder. C'est vraiment de recréer la convivialité qu'on pouvait y avoir il y a quelques années autour d'un café. On l'aura compris, la philosophie ici est loin de là de Z. Créé en 2017, Omnino compte aujourd'hui 4 salariés. Et l'aventure ne s'arrête pas ici. Il reste du chemin pour favoriser l'émergence d'un art du café à la française. On a encore une feuille de route qui est assez longue si on veut arriver un peu à nos fins en termes entrepreneurial, on va dire, puisqu'on pourra nous se dire que ça y est, le défi a été relevé le jour où on peut ouvrir une vraie brûlerie en centre-ville. Donc la brûlerie, c'est un lieu où on torréfie le café. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est le faire en faisant ça devant les gens, en vraiment faisant participer un maximum les gens pour qu'ils comprennent et qu'ils voient ce que c'est que le métier de cuisinier du café. Donc ça va être vraiment notre défi pour l'année 2019. De quoi donner au café une place centrale et plus en bas de la carte. Et on termine ce JT en prenant la direction de Paris. Même loin d'Alsace, nombreux sont ceux qui gardent le goût des gâteaux de Noël. Et à la boulangerie de Raoul Meder, on ne dérogerait à la règle pour rien au monde, Nora Boiriois. Thérèse a exprès fait un détour ce matin pour acheter les incontournables petits biscuits confectionnés à l'occasion des fêtes de fin d'année, les brédeleux ou brédala, dans cette boulangerie-pâtisserie alsacienne. La cannelle, la muscade, épicée, ce petit côté gâteau sec, pas gras, c'est assez onctueux quand même, mais ce n'est pas écœurant. Voilà. Puis c'est la tradition alsacienne. Derrière cette tradition alsacienne se trouve Raoul Meder, qui utilise des recettes transmises par son père boulanger-pâtissier alsacien, venu s'installer à Paris en 1968. J'ai rien à toucher. Ce sont des recettes qui étaient suffisamment riches. Sur le Kouglof, ça a un peu évolué parce que sur Paris, les gens préfèrent une recette un peu plus briochée, alors qu'en Alsace, on était sur une recette un peu moins riche, donc obligatoirement. Et puis les Alsaciens, on n'a pas peur, en fait, nous, de manger le Kouglof le lendemain, histoire de le tremper dans un Gewürztraminer, ça nous fait absolument pas peur. Alors que sur la clientèle parisienne, on a des gens qui préfèrent beaucoup plus cet aspect brioché. La période des fêtes de fin d'année est toujours dense pour Raoul Meder. Juste pour la Saint-Nicolas, 2000 Männele sont fabriqués. Puis viennent les Kouglof et les Stollen, de quoi faire flotter un air d'Alsace à Paris. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour de Liviane. Dans la série des t-shirts plus ou moins drôles à la gloire des régions, on a trouvé un autre site à l'humour plus douteux que les Alsaciens Made in Alsace ou Bretzel Airlines. Le site Perle des régions propose bien sûr des t-shirts alsaciens, mais ce sont surtout ces t-shirts lorrains qui vont encore mettre de l'huile sur le feu dans la grande région. C'est plutôt sympa, que vous en pensez? Merci Anna pour ce JT. On accueille le plateau du soir de ce mardi. Sabrina Keller, venez nous rejoindre avec votre invitée Sandrine Coffer. Nos invités Caroline Lévy, 10e anniversaire du magazine Zut, et le comédien. A-t-on encore besoin de le présenter? Régis Bougassra, des improvisateurs. On va parler de ce Père Noël qui est une véritable ordure, qui revient. Ça sera au point d'eau la semaine prochaine. Tout cela, si vous êtes d'accord, juste après la météo. On attaque? Allez, on fait comme ça. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel.
Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20, ravi de vous retrouver et regarder en ce mercredi matin, eh bien vous allez avoir un ciel un petit peu compliqué. Alors des passages nuageux avec du soleil si vous êtes près de Saverne ainsi que sur l'ensemble du Haut-Rhin. Également si vous êtes de Kiel jusqu'à Mannheim et si vous êtes à Wissembourg jusqu'à Strasbourg, alors cette fois-ci pas du tout de soleil et quelques pluies si vous êtes près de Bâle. Les valeurs matinales, attention, il va faire très froid dans la matinée, moins 3 degrés de Bâle jusqu'à Fribourg, moins 2 degrés à Sausheim, moins 1 degré à Colmar ou encore à Roppenheim, 0 degré d'Ingwiller jusqu'à Strasbourg et 0 degré également à Kiel ou à Mannheim. L'après-midi, eh bien un ciel cette fois-ci recouvert de nuages si vous êtes dans le Bas-Rhin, une alternance dans le Haut-Rhin puisqu'il y aura quand même quelques petites éclaircies. Pas mal d'éclaircies également chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg et un ciel toujours très couvert près de Bâle. Les valeurs dans l'après-midi, eh bien ça grimpera pas beaucoup. 3 degrés ce sera du côté de Wissembourg, 4 degrés de Saverne jusqu'à Colmar, 4 degrés également de Kiel jusqu'à Mannheim, 5 degrés la maximale si vous êtes à Fribourg et 3 degrés à Preteln. Vos prévisions pour votre journée de jeudi, eh bien ça y est, il est de retour, le soleil sera avec nous et les valeurs iront jusqu'à 4 degrés notamment dans le Bas-Rhin. En ce mercredi, nous célébrons les Corentins. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 8h11 pour nous dire au revoir à 16h33. Excellent moment sur Alsace 20 et à demain. C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, eau minérale naturelle. Et un petit air de Noël de suite sur le plateau de 24 ans en Alsace avec Régis Bougazra. Le Père Noël est une ordure. Ça va Régis ? Ça va très très bien. C'est la semaine prochaine ? On commence mercredi au point d'eau d'Oswald. Est-ce que vous avez tous une célèbre citation, phrase, Sabrina, du Père Noël est une ordure ? Non mais oui, je vois à peu près. Oui. Et bien alors moi j'en ai une. Vous connaissez ma délicatesse ? Voilà, on écoute, regardez. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets Thérèse, je te mets... Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Je parle pas en pénère, passe-moi la gouille. Ça ne m'intéresse pas. Arrêtez ça, c'est un vicieux. Il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée. Là, ça ne m'intéresse pas. Alors là, écoutez, Pierre, vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Voilà Régis, ça va bien ? Ça va très très bien. C'était pour mettre dans l'ambiance, moi je suis comme ça. C'était les répétitions cet après-midi et il y avait cette scène notamment, donc voilà, c'est très très bien. Souvent on nous demande, mais vous avez fait une adaptation du film. Or, le Théâtre du Splendide a d'abord écrit la pièce en 79 et c'est devenu un an après bien le film qu'on connaît tous, mais c'est d'abord une pièce. Voilà, alors, il y a des grands comédiens alsaciens, il y a Loïc Guingamp qui va reprendre le rôle de Thierry Lhermitte. Oui, tout à fait, tout à fait. Il prend ce côté un petit peu précieux, n'est-ce pas ? C'était Loïc Guingamp, c'est le plus Thierry Lhermitte d'Alsace, donc il fallait que ça soit lui. Donc il est fantastique dans ce rôle. Vous mettez tout ça en scène, il y a des mimétismes que vous demandez entre l'original Lhermitte et Guingamp ? Nous, vraiment, ce qu'on voulait, c'était reprendre le texte du Théâtre du Splendide, mais tel quel, mot à mot, mais bien sûr, chacun y met sa patte, mais Loïc Guingamp est extraordinaire dans le rôle de Thierry Lhermitte. Voilà, Sabrina Rauch, comédienne qu'on aime bien, qui travaille aussi régulièrement pour Alsace 20, elle est la fille totalement coincée, Thérèse, alors que dans la vie, c'est aux antipodes. C'est vrai. Je ne jugerai pas, mais c'est vrai que Sabrina Roche, c'est un peu le contraire de tout ça. Mais elle me fait peur pendant la répétition. Parce qu'elle se met dans son personnage, elle est habillée dans ce personnage de fille totalement coincée, avec sa petite croix, enfin sa grande croix, et elle est extraordinaire. Mais tous les deux, c'est un couple, parce que ces deux personnages sont importants, ouvrent la pièce, et tous les deux sont vraiment extraordinaires. Ils répètent tous les deux ensemble, souvent. Alors c'est une pièce qui est très encadrée, ça a été composé, on va dire, par Clavier Balasco. Oui. Et quand vous décidez de jouer la pièce en Alsace, comment ça se passe ? On appelle les agents de Christian Clavier, de Balasco, et ils nous autorisent ou pas, quoi. Et au départ, on a appelé et ils nous ont dit non. Et on leur a dit que ah non, à Paris on n'autorise pas. Je dis mais nous en province pas de problème et tout ça. Donc c'était un peu particulier. C'était à Paris non, mais à Strasbourg c'était possible. Donc on était très heureux. Donc c'est la troisième année. Une pièce comme on a envie de faire. On n'en prend pas une dans le répertoire. Non, il faut qu'ils soient d'accord. Donc on a dû leur donner dans quel théâtre, envoyer les CV des différents comédiens qui vont la jouer pour avoir l'autorisation des auteurs. Et c'est une idée au départ de Thierry Lhermitte qui voulait faire quelque chose autour de la période de Noël.
Noël. Et c'est Balasco qui a rajouté l'idée d'SOS Amitié et aller voir dans ces organismes-là comment ça fonctionnait. Alors l'an passé, vous étiez le Père Noël est une ordure. Alors je l'ai joué au départ et je me fais remplacer cette année par Fabien Furman. Pourquoi ? Parce que les activités des improvisateurs sont... Voilà. Maintenant, l'école que j'ai créée il y a 10 ans, on a 200 élèves, c'est la plus grande école de France d'improvisation et c'est à Strasbourg, alors on est super fiers. Et aussi, on a beaucoup d'activités dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin pour les entreprises. On a déjà une vingtaine de spectacles au mois de décembre. Donc pour moi, c'était très compliqué de mener de front cela et de faire les répétitions. Eux, ils y sont en ce moment et ils y sont tous les jours parce que c'est une pièce très très rythmée et pour être très rythmée, il faut beaucoup répéter. En régie, vous allez me dire si on peut avoir un deuxième petit extrait. Qu'est-ce qu'elle a de magique en fait cette pièce ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Ben moi je trouve que ils ont pris le symbole du Père Noël. C'est pour ça des parents nous appellent en nous demandant s'ils peuvent venir avec leurs enfants. Je leur dis si vous tenez à voir le Père Noël découper des gens et mettre leurs membres dans une hotte, venez avec vos enfants. C'est vrai que c'est ça. Non, mais c'est ça. Ce Père Noël, il est méchant. Hein, et c'est une ordure. C'est vraiment une ordure. Hein, parce qu'il se débarrasse de témoins gênants en découpant des gens dans la pièce d'à côté. Quoi. Donc, il revient sur scène avec une hotte et puis de faux membres, hein, je tiens à le dire. Tout est factice. On ne tue personne pendant la pièce. Mais les ados, bien sûr, les ados, ça les amuse beaucoup, mais ne venez pas avec vos enfants qui attendent le Père Noël le 24. Voilà, alors ça va passer, il y a plusieurs dates, hein, du 19 au 22 décembre, oui. Ça sera le point d'orgue, on en verra un petit extrait tout à l'heure. En régie, ce qu'on va faire, c'est on va passer par la publicité maintenant, un petit problème de vidéo, et on se retrouve dans 2-3 petites minutes. Et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace. On se fait un petit Père Noël en plus, hein. Avec grand plaisir. Voilà, on est bien d'accord, c'est mercredi prochain. On commence mercredi au Point d'eau jusqu'à samedi. Voilà, 4 représentations. Les 4 dernières, après on arrête. Donc on était complet l'année dernière et l'année d'avant. Donc réservez rapidement, c'est la dernière année où vous pourrez voir les improvisateurs dans le Père Noël est une ordure. Allez, petit extrait, regardez. Alors vraiment Thérèse, une serpillière, c'est formidable, hein, ça c'est... C'est un gilet. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour passer les bras. Non, mais écoutez, je suis ravi, Thérèse. Hein. Oui. Oh, c'est vrai que je suis ravie que ça vous plaise. Voilà, Régis, en voyant la serpillière, pardon, le gilet, je me dis que vous êtes très fort dans les détails. Hein. Bah, c'est vrai qu'on a et le décor qui est derrière, on a vraiment investi dans un décor, vraiment, on le monte pendant une journée et demie, il y a vraiment, tous les accessoires sont là, le décor est là, on retrouve vraiment complètement l'univers du Splendide. Voilà, on y reviendra en fin d'émission, on aura encore un petit extrait. Pour l'heure, c'est Femmes de foot avec Sabrina Keller. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot. Voilà, et chaque semaine, quelqu'un a l'honneur. Oui, alors bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je reçois une femme de foot, c'est assez exceptionnel en général. Une vraie. Ce sont des associations. Oui, c'est une vraie. Ah oui, elle est journaliste, elle met ses compétences au service de l'information et de la promotion des acteurs de la gastronomie. Elle est titulaire d'un double master en sciences historiques et en sciences politiques. Ah ouais. Non, je fais la promotion de mes femmes de foot. Hein. Elle a créé en 2006 son entreprise de consulting en communication politique, signant quelques ouvrages sur les affaires européennes. Depuis 2009, elle anime le cyberjournal des nouvelles gastronomiques de Julien Bins et signe des articles dans Le Godemio et Passion Vin. En 2014, elle obtient le prix du rayonnement de la gastronomie alsacienne à travers le monde et ça a été remis, excusez-moi du peu, par Jean-François Piège et Nicolas Stamm. En 2015, elle devient restauratrice. Et oui, non mais j'y vais avec mes femmes de foot, hein, avec Julien Bins et elle obtient la première étoile avec lui au guide Michelin. Elle est classée parmi les 500 personnalités les plus influentes de la gastronomie en France, selon le site Atabula. Donc Sandrine, bonsoir. Bonsoir. Sandrine, qui a offert Bins depuis très peu de temps. Quelle énergie et quelle détermination. Je vous reçois pour le nouveau magazine Goût d'Alsace. Voilà, j'ai mon petit mec qui me fait la promotion. Ça change, hein, c'est vraiment femme de foot. Pourquoi avoir créé ce magazine alors que vous êtes déjà très présente sur les réseaux sociaux ? C'était pour avoir une offre peut-être complémentaire par rapport à l'Internet, pour créer le bel objet, le magazine papier. C'est vrai qu'il est très beau. Ouais, c'est bien réussi. Avec une couverture soyeuse qu'on a envie de prendre en main et d'emmener dans le train. Tiens, Régis, toi, sur t'aimes son les canapé, couvertures soyeuses. Dans le bain. Vous avez entièrement raison. N'est-ce pas, hein, C'est doux, hein. Non, c'est le bel objet et puis, comme dit, c'est complémentaire.
Et Goût d'Alsace, c'est un super nom. Alors pourquoi ce nom? Il y a une C'est vous qui sonorité l'avez trouvé? Oui. Ouais. Une sonorité avec goût, bien sûr. Le goût d'Alsace, on le prononce à l'anglaise. Mais aussi une notion d'excellence et puis c'est dynamique. Et puis on parle d'Alsace, on parle du meilleur de l'Alsace et avec une belle photo d'un plat, on est vraiment au cœur de la gastronomie. Et vous aimez valoriser quand même l'excellence. Alors le magazine coûte 6,80 €. On peut le trouver où? Dans les grandes surfaces et les bonnes librairies, dans toute l'Alsace. Dans les très bonnes librairies. Et qu'est-ce qu'on peut y retrouver dedans? Alors on peut le feuilleter un petit peu. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors on a des reportages, on va dans les hôtels, les restaurants. On découvre surtout des histoires de femmes et d'hommes engagés, passionnés par leur métier, qui créent, qui ouvrent des affaires. Voilà. On soutient les jeunes qui s'installent parce qu'il y en a beaucoup. On a 3 jeunes talents à Schiltigheim. On a la fabrique, on a l'imaginaire et on a plaisir gourmand. Voilà, on a des jeunes dans le Haut-Rhin aussi. Jeunes restaurateurs? Oui. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ils reprennent des affaires, donc en fait, ils créent. Hein. J'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, il y a ces très belles recettes. Là, on est chez Yannick Germain. Regardez-moi ça, c'est magnifique. À l'auberge au bœuf à Sessenheim. D'accord. Il y a des Une étoile Michelin aussi. Ouais, voilà. Yannick Germain. Il y a une quinzaine de recettes, mais c'est pas un magazine de recettes supplémentaires qu'on va trouver dans les rayons. On trouve des histoires aussi, hein, comme celle de Christophe Felder, par exemple. Voilà, tout à fait. Il y a des histoires de vie. Ils se confient, ils racontent un petit peu leur parcours, et ça nous permet d'aller chez eux avant de découvrir leur cuisine. C'est l'ancien chef du Crillon, Christophe Felder, qui est maintenant à Aubernais. On vous retrouve à Mutzig. Oui. Voilà, et on vous retrouve aussi dans des événements forts. Si vous êtes aujourd'hui avec Femmes de Foot, c'est pas pour rien, bien évidemment. Voilà, pourquoi cet engagement auprès de Sabrina? Sabrina, c'est aussi par amitié. Je crois en elle et en ses valeurs, donc je ne suis pas fan de foot, pardon, je suis femme de foot. Vous voyez, voilà. C'est toute la différence. Donc en fait, on peut soutenir l'association et les valeurs qu'elle porte. C'est comme des actions solidaires, caritatives. Octobre Rose. Voilà, elle montre des événements que nous, on n'aurait pas le temps de faire et pourtant, ça nous permet de pas être impuissants sur ce qui se passe et de contribuer quand même. C'est vrai qu'on le retrouve là dans le magazine et on a créé un bel événement. Et surtout ces images-là qu'on découvre de femmes de foot. C'est vrai. Voilà. Maintenant, je suis un peu perdue parce que vous avez posé une question. Non, vous pouvez continuer. Un petit peu perdue. Donc, de toutes vos activités, Sandrine, l'écriture reste-t-elle votre plus fidèle passion? Je me suis posé la question parce que vous faites de la photo, vous allez dans les restaurants, mais l'écriture, pour vous, c'est ce qui est le plus important ou pas? C'est même l'interview, la rencontre avec les personnes et de passer 1 heure en tête-à-tête et d'avoir leur confiance aussi, je trouve que c'est un honneur. Et ensuite de retranscrire leur vie et ce qu'ils acceptent de partager. Oui, je voudrais quand même dire une chose très importante, Lionel, sur Sandrine. Elle ne le dira pas elle-même. Elle a la confiance des chefs. C'est super important. Hein. Ils vous ouvrent les portes, ils vous connaissent, ils vous savent bienveillante, ils vous respectent pour le travail qui est fait. Est-ce que c'est la plus belle des récompenses, après tout, pour vous? Oui. Je vis avec un cuisinier depuis 25 ans. Donc Julien Bins. Voilà, Julien Bins. On a ouvert un restaurant il y a 3 ans. Donc en fait, je sais un petit peu de quoi je parle. Peut-être c'est ce qui pourrait me donner une petite légitimité à m'exprimer sur la gastronomie. On vient de voir la photo d'Etchebest. Il n'est pas venu cauchemar en cuisine chez vous, j'espère. Non. le truc qui plante l'interview complet. Non, c'est sur des événements, comme je circule beaucoup. Il y a différents salons et animation dans toute la France et je voyage beaucoup. Je pense qu'il serait très frustré, hein, et il ne pourrait pas trop râler en allant chez les Bins. Ah non, il aurait le plus grand respect. Une étoile au Michelin. Oui. Voilà. L'année dernière. La première. Depuis 25 ans, vous vivez avec un chef, alors c'est pas trop difficile d'être la femme d'eux. C'est moi qui pose la question, c'est quand même assez hallucinant. Alors, c'est quoi d'être la femme d'eux? J'ai envie de dire non, parce qu'en fait, justement, j'ai créé mon activité propre. J'ai fondé le journal il y a 10 ans sur Internet et maintenant je fonde Goût d'Alsace. Par contre, grâce à cette activité journalistique, on a réuni nos passions. En fait, on a créé un lien entre ce qu'on aime faire tous les deux. Alors moi, je conseille d'aller manger chez Julien Bins. Je fais un petit peu de pub. Et puis moi, je souhaite une longue vie aussi à Goût d'Alsace. On retrouve toutes les infos sur www.julienbins.com. Oui, et sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Voilà, c'était mon coup de cœur. Mais c'est un super coup de cœur. Ouais. C'est beau, hein? Et je sais on vous l'offre. C'est très gentil. Et je sais que Sandrine est une aficionados de chef à bord. Oui. Voilà, que présente Nicolas Riffel. La finale très très bientôt. Et on a une super édition et on a un super master chef avec nous. Et parmi notre brigade, il y avait un candidat. Johan. Exactement. Et voilà. Et donc il faut continuer à regarder. On était très contents. C'est sûr. Et c'est une très belle expérience pour lui. Ouais, super expérience. Et vous pouvez le retrouver bien évidemment aussi sur notre antenne les week-ends et sinon sur le site d'Alsace Vin. Sabrina,
On avait Lionel. quelque chose d'extrêmement soyeux. Ouais, c'est génial. Et là, on a quelque chose d'extrêmement joyeux. Et alors, Voilà. Sandrine a posé d'ailleurs pour Zut. Dans ce numéro-là? Non, dans un ancien. Donc calmez-vous. Non, il y a de nombreuses personnes, mais Lionel, vous aussi, Régis, vous aussi. Tout à fait. Sabrina, presque, on a failli, mais... Mais ça va se faire. Évidemment. Voilà, Rendez-vous est Caroline- pris. À la fin de l'émission, on prend note. On prend rendez-vous. Voilà, on n'a que des journalistes aussi. Hein. On a vu votre CV tout à l'heure, Sandrine, double master, etc. Mais vous êtes aussi évidemment journaliste, tout comme vous, Caroline Lévy. On parle de ce magazine Zut. Il fête ses 10 ans. Alors là, c'est épais. Hein. Là, il y a de la matière. Hein. Alors, je vous conseille pour tous les calportes, c'est intéressant, c'est joli. Et nous aussi, Sandrine, c'est soyeux. Ça s'appelle communément Soft Touch. Ah, c'est beau. Ah, j'adore. Comment il est né ce magazine? Rappelez aux spectateurs, il y a 10 ans. Alors, c'est intéressant parce que je fais le lien avec Goût d'Alsace, à qui je souhaite évidemment bonne chance. On a fait le travail inverse, puisque par rapport à votre travail, Sandrine, où vous êtes vraiment lancée sur les réseaux sociaux, et finalement vous en faites un magazine papier aujourd'hui, nous, on était vraiment des puristes du papier et de l'édition. Et ce magazine est édité donc par l'entreprise Chic Media, puisque nous sommes éditeurs, et on édite notamment aussi la revue Novo, magazine culturel dans le Grand Est. On avait pris un risque en 2008. On nous a pris pour des fous quand on a dit on lance un magazine papier. Là où le papier déjà était un peu en déclin, avec assez... l'avènement de l'Internet, quoi. Exactement. Donc c'était un peu risqué, et je crois que 10 ans après, on a bien fait de prendre ce risque-là. C'est un magazine dont le but véritablement, c'est de rassembler sous une forme de city magazine 3 cahiers autour de la culture, des tendances et du lifestyle. Il y a une belle... en Alsace et dans le Grand Est, on est vraiment familier de la presse magazine, qu'elle soit gratuite ou payante. Là, en l'occurrence, pour Zut, c'est une presse gratuite, magazine. Ça, on ne le paye pas. On ne paye pas. C'est un cadeau. C'est un cadeau, ça vous est offert. Vous en avez tiré combien? Alors, on est proche des 10 000 exemplaires. Alors, je voudrais qu'on va rentrer un petit peu dans le contenu. On va rentrer un petit peu plus loin, les camarades en régie, avec une page qu'il va falloir nous expliquer. Les cons, on les oublie vite. Et là, et il y a Leila Bekti, regardez, et Tahar Haim. Explication. Alors, c'est quand même génial que vous ayez choisi parce que je peux raconter... Remontrez-la, les amis, la photo, parce que moi, je suis un fan absolu de Leila Bekti, mais que s'est-il passé pour que vous mettiez les cons, on les oublie vite? C'est un couple, hein, plus, exactement, c'est fait exprès. Merci Sabrina d'avoir fait le lien, et évidemment, c'est un clin d'œil qu'on fait. Zut, je pense que tout est dans le titre, on l'a lancé il y a 10 ans, c'est un côté un peu impertinent. On dit des choses, voilà, un peu irrévérencieux, voilà. Mais en l'occurrence, là, ce sont 2 personnalités qui sont passées par Strasbourg pour défendre ou pour faire la promotion de leur film. On rencontre dans nos rubriques, notamment la rubrique Instant Flash, où on rencontre ces personnalités qui sont de passage à Strasbourg. Et donc j'ai fait l'interview de Leila Bekti, qui c'est une vraie belle rencontre, et cette phrase est tirée de cette interview. En disant oula, les cons, on les oublie vite. Hein. Non. Leila Bekti, non, en fait, c'est une phrase qui nous a fait beaucoup rire, parce qu'elle raconte ça dans son interview, et il se trouve que quand on a fait cette rétrospective, puisqu'il y a pas mal de pages rétro qui font vraiment un regard sur les 10 années passées, on a fait une sélection, et on trouvait ça très drôle de mettre ces 2 personnes Elle est vraiment face à belle, face. parce qu'elle a l'air Elle est super adorable. belle. Non, mais je l'ai reçue je demande souvent. si elle est belle, je demande pas si elle est adorable. En plus, elle est très jolie. Et puis, je vais vous faire une révélation, mais ils ont énormément de familles à Strasbourg, tous les 2, et ils viennent très souvent faire un petit coucou à Strasbourg. Autre photo, c'est ceux qui ne sont pas gentils qui méritent des petits câlins. Alors là, en courant, c'est pas moi qui ai fait l'interview de Philippe Catherine. On adore Philippe Catherine. Moi, j'ai bien aimé l'accroche que vous mettez. Mais parce que vous avez bien compris qu'en fait, on extrait des phrases un peu phares qui ont été évidemment des phrases extraites d'interviews qu'on a eues avec ces artistes à Strasbourg. Et je tiens à préciser quand même que toutes les photos que vous voyez dans le magazine, ce ne sont pas des photos fournies. Donc Philippe Catherine, Leila Bekti et Tahar Haim, toujours, et c'est pour ça que ça s'appelle Instant Flash, c'est toujours des photos qu'on a faites par nos photographes sur le moment et de la prise de vue et de l'interview. Nous, on cherche des gens passionnés. C'est un petit peu la ligne éditoriale, on pourrait dire, de Zut, avec Panza. C'est vrai que c'est un véritable passionné. Faut être poli avec lui aussi. André Panza. André Panza, évidemment, c'est aussi tiré de cette rubrique autour du sport. Alors, on parle de toutes les formes de sport, mais après, on va un peu plus loin. On parle de sport aussi
par exemple en EHPAD, on a fait dans le milieu carcéral également. On fait des sujets aussi de société dans Zut, ce n'est pas que du lifestyle. Et Panza, André Panza, évidemment, c'est une personnalité forte de Strasbourg. Exactement. Voilà, vous avez également la sélection Zut à table. Je l'ai regardé tout à l'heure, je l'ai feuilleté parce qu'il est tout chaud celui-là, avec quelques belles tables que vous mettez, ça, voilà, avec Loro, Cyril Loro aussi pour les fromages, avec le ramen, etc. Ça, c'est le truc important de Zut, on se fait des bonnes tables et on les donne aux lecteurs. Alors je pense que pour faire écho quand même à ce magazine qui vient de paraître, qui s'appelle Goût d'Alsace, je pense qu'on a un point commun, c'est d'être sur l'excellence et aussi sur des lieux qui racontent quelque chose, avec des personnes derrière qui tiennent. Ça peut être des agriculteurs, ça peut être des cavistes qui ont vraiment quelque chose, une âme et de l'authenticité. Et par exemple, on parle évidemment de notre sélection, qui est une sélection subjective, de notre maxi best-of, en disant on en a vu des lieux s'ouvrir, se fermer, des lieux qu'on a poussés, qu'on a accompagnés. Dans ce magazine-là, on parle de nos meilleures adresses à Strasbourg, qui est selon évidemment l'équipe de Zut. Donc il y a des lieux en commun évidemment avec Goût d'Alsace, notamment la fabrique de Xavier Jarry à Schiltigheim. Alors on va encore voir quelques photos maintenant. Ça c'est, on pourrait dire, l'équipe qui a créé Zut, avec notamment Bruno Chiban, regardez, qui apparaît à l'antenne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ces camarades-là qu'on découvre ensemble? C'est une rubrique qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque c'est la rubrique que je coordonne depuis le lancement du magazine. Et c'était d'ailleurs la première rubrique qui a été décidée d'un commun accord avec l'ensemble de l'équipe, c'est de choisir des personnalités de la vie locale strasbourgeoise à poser dans un lieu à Strasbourg qui se prête au jeu du modèle, puisque chaque personne découvre sa tenue au moment de la prise de vue. Et autour de cette table, Lionel, Régis et Sandrine, et bientôt évidemment Sabrina, se sont prêtés au jeu. C'était important sur ce numéro des 10 ans de montrer et de qui était derrière ce magazine qui fête cet anniversaire. Et évidemment, le noyau dur s'est prêté au jeu et on découvre aussi qui est derrière. Sandrine Coffer, vous avez vu un peu les restos? Oui, tout à fait. Oui. Donc on peut. Le banquet des sophistes, jeune talent du Gaumont, il vient d'avoir un prix. Voilà, ils iront très très loin. Oui. Restaurant qui est basé à Strasbourg. Exactement, on est en Alsace ici. Voilà, c'est juste pour le préciser, sachant que Bin c'est basé à Merschwir. Eh ben voilà. On a un travail avec Léo Rinois. Mais non, citez-nous un très bon restaurant à Mulhouse. Chez Mariella. Eh ben voilà, c'est très bien. Mariella Kini, Riedisheim. La maison Kini. La maison Kini. Magnifique. Oui. Voilà, alors, on va récapituler avant de prendre l'ascenseur avec Le Père Noël est une ordure. Good Alsace, c'est tout chaud, c'est nouveau, ça coûte 6,50 €. C'est à découvrir dans toutes les bonnes... 6,80 €, mais c'est pas grave. 6 €, je faisais une réduction vente flash, c'est Noël. 6,80 € préparé par le talent qu'on connaît évidemment de Sandrine Coffer. Zut, c'est toute l'équipe de Zut qui est derrière, 276 pages. Ah oui. Là, j'en ai pas rajouté. Double pagination, là, c'est du lourd. Voilà. Et Le Père Noël est une ordure. Ça, c'est à partir de la semaine prochaine. Avant qu'on prenne l'ascenseur avec deux comédiens très célèbres, notamment Thierry Lhermitte, rappelez-nous les comédiens qui incarneront votre Père Noël est une ordure. Alors, donc, on retrouve Loïc Guingamp et Sabrina Roche. On en a parlé. On retrouve aussi dans le rôle de Monsieur Preskovitch, qui a tendance à faire des desserts qui ne sont pas très bons, par Jérôme Jolinier, qui est une des vedettes de l'équipe des improvisateurs. On retrouve Fabien Furman, qui va reprendre le rôle que j'interprétais, donc du Père Noël est une ordure. Qui est une vraie ordure, faut bien le rappeler. Qui est vraiment méchant. Et Agathe Munch, qui fait du théâtre ici depuis presque 20 ans maintenant en Alsace, et qui va faire le rôle de Zézette, qui est vraiment indissociable de son caddie. Voilà, et on avait fait des photos dans Strasbourg, on s'était baladé en costume, et elle se baladait avec son caddie, moi en Père Noël, et on avait fait des photos avec les Strasbourgeois dans la ville, avec la cathédrale et tout ça, c'était sublime. Allez, moi je vous embarque dans un ascenseur un petit peu particulier avec Le Père Noël est une ordure. Si vous pouviez faire levier sur le boîtier... Attendez, allez-y. Allez-y, oui. Je pourrais peut-être arriver à glisser un doigt. Voyez-vous ? Attendez, faites levier comme ceci. Mais Serge, pourquoi est-ce que vous n'avez pas retiré les 3 autres vis? Mais parce que je n'ai pas de cruciforme, sinon je les aurais retirés, bien entendu. Allez-y. Voilà. Poussez bien par là. Voilà, attention. Voilà, attendez. Voilà, allons-y. Oh putain de ta mère, salope!
Voilà, c'était quand même très novateur en 79. Oui, c'est extraordinaire. Et ils avaient vraiment peur que cette pièce ne marche pas parce qu'elle était très noire. Et ça a fait un succès tel qu'ils ont dû quitter le théâtre du Splendide pour aller à la Gaîté Montparnasse, qui est un théâtre 3 fois plus grand, parce que ça a cartonné. Ils ont joué 200 fois d'affilée. Et ça a été un des plus grands succès du théâtre français. C'est au point d'eau. À partir de mercredi prochain, vous allez voir lesimprovisateurs.com. Merci à tous. On va retrouver juste Tanguy Flores pour toute l'actualité de Chap. L'actualité de Chap ce soir, c'est le restaurant Le Crocodile à Strasbourg, une étoile au guide Michelin. Le Croco de Cédric Moulot a obtenu un grade exceptionnel. Il a été désigné par les utilisateurs du site TripAdvisor comme étant le meilleur restaurant gastronomique au monde. Une très belle reconnaissance pour le chef du Croco, Franck Pelu. L'homme est arrivé en mai 2017 à Strasbourg. C'était l'ancien candidat de Top Chef. Chap était là. C'était l'une des premières caméras qu'il acceptait de recevoir dans ses nouvelles cuisines. On a parlé de lui et de sa femme, Sarah, en cuisine. Je vous propose de redécouvrir ce reportage. C'est vrai que j'ai une belle cote de popularité ici à Strasbourg. Et en plus, on a repris le Crocodile qui est la maison mythique de la ville. Donc forcément, quand je suis dans la rue, on est un petit peu dérangé, mais c'est toujours bienveillant et pour nous dire des jolis mots d'encouragement et ouais, de bienvenue, donc c'est super. Non, Franck Pelu, c'est pas du tout devenu une marque, c'est juste que voilà, c'est encore dû à l'effet de la médiatisation. Je pense que ça va s'estomper avec le temps et j'espère que justement mes plats vont prendre le dessus sur le nom, c'est ça le plus important. Donc maîtresse de maison, pour moi ça veut dire beaucoup plus que directrice de salle, puisque je vais recevoir tous mes hôtes comme s'ils venaient chez moi. La touche, Sarah, c'est quoi? Le sourire, c'est ce qui fait toute la différence? Le sourire, l'amour, la féminité, voilà. La féminité? Oui. Intéressant ça dans un monde de mecs. Oui, c'est important des femmes dans ce monde. Petite pointe de féminité, ça, je pense que ça égaye des journées. Voilà, des sourires, de la douceur, des pas de danse. Voilà, c'est un ballet. Pour moi, le service, c'est un ballet. Oui, ma touche en cuisine, c'est vrai que ça va être la légèreté des goûts et l'acidité. Voilà, j'aime bien les plats très graphiques également. Pour moi, je porte beaucoup d'importance au visuel. J'espère pouvoir retravailler la tradition et la gastronomie alsacienne du mieux que je puisse. C'est vrai que je porte une grande importance à revisiter ce terroir qui est magnifique. Je ne connais pas encore très bien la cuisine alsacienne et c'est justement mon leitmotiv. J'ai vraiment envie de foncer dans cette cuisine et d'en tirer le meilleur et de me l'approprier. Pour la rentrée, j'aimerais vraiment forcément revisiter le foie gras, qui est typiquement alsacien, mais vraiment sur une version beaucoup plus moderne et beaucoup plus inattendue. Et voilà, et les pot-au-feu alsaciens, le bake-off que je suis en train de retravailler également, qui va arriver pour la rentrée. Voilà quelques plats traditionnels qu'on va revisiter. Il y a Sarah en salle. C'est qui le chef de vous deux? On s'apporte l'un à l'autre et on travaille vraiment en binôme. Il n'y en a pas un qui prend le devant sur l'autre. Voilà, on sait quand il faut s'effacer, on sait quand il faut céder. On travaille en équipe finalement. J'ai posé la question avant à Franck. C'est qui le chef entre vous deux? L'obligatoire cette question, et je suis sûre qu'il a dit que c'était moi. Je pense que c'est tous les deux. On décide tout à deux. On écrit une carte à deux, moi je vais lui donner des idées parce que je suis assez rêveuse. C'est vraiment Franck et Sarah, c'est pas Franck ou Sarah, c'est une équipe. Voilà. Allez, suivez-moi, on va se casser la figure sur la patinoire de Noël de la place Kléber de Strasbourg. Elle est comment cette patinoire? Il est...
Merci, téléchargez Chap, c'est gratuit sur iOS et Android. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Et pour clore à présent cette heure d'actualité, place au tour des cantons. On va s'intéresser au déneigement dans le Haut-Rhin. Moi je vous dis à demain à 19h. Merci de votre fidélité. Salut! Si jusqu'à aujourd'hui les températures sont restées clémentes en Alsace, l'hiver ne passera pas sans son cortège de chutes de neige et de verglas. Dans le Haut-Rhin, comme tous les ans, on se prépare pour la viabilité hivernale des routes. En tout, ce sont 55 engins et 220 personnes qui seront mobilisées pour surveiller et traiter quelques 2500 km de voies départementales. L'année dernière, le dispositif avait globalement bien fonctionné, alors cette année, on reprend le même. Le dispositif qui va être mis en place pour l'hiver 2018-2019 sera sensiblement le même que celui qu'on avait mis en place pour l'année 2017-2018 et donc qui concerne donc que toutes les routes départementales du Haut-Rhin seront à la fois traitées lorsqu'il y aura du verglas et deuxièmement lorsqu'il y a des phénomènes d'enneigement. Toutes les routes seront traitées mais en 2 étapes. Une étape des réseaux prioritaires, ceux que nous devions faire dans tous les cas. Et puis dans un deuxième temps, le réseau ce qu'on appelle secondaire qui lui, si je me réfère à ce qu'on avait prévu au départ, n'aurait jamais été ni déneigé ni salé. Sur le territoire, un certain nombre d'axes structurants qui permettent les échanges et les déplacements entre les principaux pôles d'activité. Ceux-ci sont définis prioritaires pour le traitement en cas de grand froid. L'idée, c'est de s'assurer qu'ils soient praticables tôt le matin pour permettre aux Rhinois d'aller travailler. C'est déjà ce qu'on appelle les 2 fois 2 voies, hein, c'est-à-dire les grands axes comme la RD 430, la RD 83, les axes principaux qui partagent notre département. Ensuite, c'est tous les axes importants. Je pense à la montée du Bonhomme, je pense à la desserte de Colmar-Neuf-Brisac vers Fribourg, vers l'Allemagne. Enfin, c'est tous ces axes-là qui sont des axes, je veux dire, à la fois prioritaires pour nous. Je pense aussi, bien sûr, à ce qu'on appelle la Ourachstrasse, hein, qui est la route qui va du Sungo vers Bâle, qui est très fréquentée, en plus de bonne heure le matin. Donc ça, c'est vraiment des axes prioritaires pour nous et que nous traitons, bien sûr, très très tôt, à partir de 5h du matin, voire pour les 2 fois 2 voies toute la nuit. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean. Ainsi, en cas de forte chute de neige, chaque village disposera d'un accès au réseau routier praticable le matin. Voilà pour le réseau dit prioritaire. Le réseau dit secondaire sera lui traité dans la journée. Si le phénomène neigeux se poursuit, c'est là que cela se complique. Pour bien comprendre, rien ne vaut un exemple. Si on a un phénomène neigeux la nuit, le matin, on dégage les routes prioritaires et les villages ont systématiquement un itinéraire qui est déneigé. Ensuite, si dans la journée, il n'y a pas d'autres phénomènes neigeux, on va faire le reste des routes départementales et puis voilà, ça continue. Admettons que dans la journée, il y a un deuxième phénomène neigeux et qu'on n'ait pas eu le temps de faire le réseau secondaire, à ce moment-là, on peut être amené à refaire le réseau prioritaire avant d'intervenir sur le réseau secondaire. Si le sel est très efficace pour empêcher les routes de geler, il est aussi très mauvais pour l'environnement. Pour vous en rendre compte, il vous suffit de saler régulièrement votre jardin, vos plantations n'apprécieront guère ce geste. Autant vous dire que sur un hiver, on parle en tonnes de sel déversées sur les routes sous forme de saumure. De façon générale, on essaie d'en limiter l'emploi et sur les zones sensibles, on trouve des solutions alternatives. Dans mon canton, dans le canton de Guebwiller, on a un exemple bien précis, c'est la montée vers le Marstein, que nous n'avons pas le droit de saler du tout puisque l'alimentation en eau potable du bassin versant de Guebwiller est alimentée par le lac de la Loche et donc pas de sel pour ne pas polluer la rivière et puis le captage qui est en contrebas. Et donc du coup, là, c'est du gravillonnage systématiquement. Donc la lame passe pour le déneiger et ensuite on gravillonne derrière pour que l'adhérence pour les véhicules soit un peu plus important. On essaie d'économiser au maximum le sel parce que c'est pas très bon pour la nature. Si le conseil départemental vous assure que les routes soient praticables, en hiver, le premier responsable de sa sécurité, c'est le conducteur lui-même. Il n'est jamais inutile de le rappeler, ni même de dispenser quelques conseils de bonne pratique.
Les bonnes pratiques, c'est d'avoir des voitures déjà très bien entretenues, qui sont au point de vue entretien soit au top. Évidemment, on préconise d'avoir un maximum d'équipements en pneus neige ou de pneus au moins 4 saisons, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour les gens qui vont travailler de bonne heure le matin, quand il y a eu un phénomène neigeux, c'est quand même plus sécurisant. Et donc voilà, c'est ce qui se pratique en Allemagne. C'est pas le cas chez nous, mais je pense que c'est tout à fait recommandable pour ceux qui travaillent de bonne heure le matin. Enfin, pour partir serein le matin, il faut être bien informé sur l'état du réseau. L'ensemble des infos de circulation sont transmises en temps réel par le service des routes. On a un site internet sur le département et on a Inforoute 68 qui donne toutes les informations. Et en plus, on a aussi France Bleu qui fait des messages tous les matins, 7h du matin et un peu plus tard, pour informer sur l'état des routes, sur les travaux qui sont pratiqués dans certains endroits, etc., etc. Dans les prochains jours, pas d'épisode neigeux prévu. Vous pouvez dormir tranquille, mais n'oubliez pas, la prudence, ce n'est pas que quand il y a du verglas, c'est toute l'année.